L'homme illustré, Ray Bradbury. C'est par un chaud après-midi de début septembre que je rencontrai l'homme illustré. J'en étais à la dernière étape d'un voyage à pied de 15 jours que je faisais dans le Wisconsin. Tard le soir, je fis halte pour manger un peu de porc froid, des haricots et un biscuit. Je m'apprêtais à m'étendre et à lire quand l'homme illustré franchit le sommet de la colline et se tint un moment immobile contre le ciel. Je ne savais pas alors qu'il était illustré. Je vis seulement qu'il était de haute taille, qu'il avait dû être bien musclé, mais qu'actuellement, pour une raison ou pour une autre, il avait tendance à engraisser. Je me rappelle que ses bras étaient longs, ses mains épaisses, mais son visage était comme celui d'un enfant au-dessus d'un corps massif. Il parut sentir ma présence, car il ne me regardait pas quand il prononça ses premières paroles. « Savez-vous où je pourrais trouver du travail ?»« Oh non, je regrette, » répondis-je. « En 40 ans, je n'ai jamais pu avoir un travail durable. » Il faisait chaud, pourtant le col de sa chemise en laine était boutonné et ses manches étaient serrées sur ses gros poignets. La sueur lui coulait sur le visage, mais il n'ouvrit pas sa chemise. « Eh bien, dit-il enfin, ce coin est aussi bon qu'un autre pour y passer la nuit. Ma société ne vous gêne pas ? J'ai un casse-croûte que je serais heureux de partager avec vous, dis-je. Il s'assit lourdement et grogna. Vous regretterez de m'avoir demandé de rester. Tout le monde le regrette. C'est pour cela que je marche. Nous sommes au début de septembre, le meilleur moment de la saison du carnaval. Je devrais gagner de l'or en barre à la foire de n'importe quelle petite ville. Et me voilà sans une offre. Il enleva un soulier énorme et l'observa de près. En général, je garde une place une dizaine de jours. Puis il se passe quelque chose et l'on me renvoie. À l'heure qu'il est, dans aucune foire d'Amérique, on ne me toucherait avec des gants, même les plus épais. « Qu'est-ce qui ne va donc pas ?» demandai-je. En réponse, il déboutonna son col étroit avec lenteur. Ses yeux fermés, il se mit à défaire sa chemise de haut en bas. « C'est curieux, dit-il. On ne peut pas les sentir. Mais ils sont bien là quand même. Je ne cesse d'espérer qu'un jour je regarderai et je ne les verrai plus. Je marche au soleil pendant des heures par la chaleur la plus brûlante et je me cuis dans l'espoir que ma sueur les lavera, que le soleil les fera fondre. Et la nuit, ils y sont encore. » En tournant légèrement la tête vers moi, il me découvrit sa poitrine. « Est-ce qu'elles y sont toujours ?» Après un long moment, je repris ma respiration. « Oui, elles y sont. » Les illustrations. Une autre raison pour laquelle je garde mon col boutonné, ce sont les enfants, dit-il, en ouvrant les yeux. Ils me suivent le long des chemins de campagne. Ils veulent tous voir les images et pourtant personne n'a envie de les voir. Il retira sa chemise et la tordit dans ses mains. Il était couvert d'images, depuis l'anneau tatoué autour de son cou jusqu'à la ceinture. « Cela continue tout le long, » dit-il, devinant ma pensée. « Tout entier, je suis illustré. Regardez. » Il ouvrit la main. Sur sa paume, il y avait une rose. Elle venait d'être coupée, les pétales délicats portaient des gouttelettes cristallines. J'étendis la main pour la toucher. Ce n'était qu'une image. Quant au reste du corps, je ne saurais dire comment je restais là, les yeux écarquillés. C'était un tourbillon de fusées, de fontaines et de gens, aux détails et aux couleurs, si étroitement entrelacés que l'on pouvait entendre les murmures et les voix étouffées des foules qui habitaient cette chair. Et quand celle-ci frissonnait, les petites bouches s'animaient, les petits yeux verts et or clignaient, les petites mains roses s'agitaient. Il y avait des prés jaunes et des rivières bleues, des montagnes, des étoiles, des soleils et des planètes éparpillées en une voie lactée qui lui barrait la poitrine. Les personnages se trouvaient en groupe, de 20 ou 30 sur ses bras, sur ses épaules et sur son dos, ses flancs, ses poignets, sur son sternum. Il y en avait dans les forêts de poils, tapis parmi une constellation de taches de rousseur, vous épiant du fond d'aisselles, caverneuses, les yeux brillants comme des gemmes. Chaque groupe semblait avoir une activité propre, chacun était une galerie de portraits. « Mais si, elles sont belles !»
m'écriai-je. Comment les décrire ? Si le Gréco, au plus fort de son talent, avait peint des miniatures pas plus grandes que la main, infiniment détaillées, avec ses couleurs soufrées, avec toutes les ressources de son style, peut-être aurait-il utilisé le corps de cet homme pour son art. Les couleurs étincelaient en 3 dimensions. On aurait dit des fenêtres ouvertes sur une réalité ardente. Rassemblées sur un mur, il y avait là les scènes les plus étonnantes de l'univers. Cet homme était un musée ambulant. Ce n'était pas l'œuvre trichrome d'un tatoueur de foire à la laine avinée. C'était le chef-d'œuvre inspiré, vibrant, clair et beau d'un génie. « Oh oui, dit l'homme illustré, je suis si fier de mes illustrations que j'aimerais y mettre le feu. J'ai essayé le papier émeri, l'acide, le couteau. Le soleil se couchait, la lune était déjà haute à l'Orient. Car voyez-vous, ajouta l'homme illustré, ces illustrations prédisent l'avenir. Je ne dis rien. Pendant les heures du jour, ça va. Je pourrais garder une place de jour, mais la nuit, elle bouge. Les images changent. Donc j'ai dû sourire. Depuis quand êtes-vous illustré ? En 1900, j'avais 20 ans. Je travaillais dans une foire. Je me suis cassé une jambe. Cela m'immobilisa, je devais faire quelque chose pour rester dans le mouvement. Alors j'ai décidé de me faire tatouer. Mais qui vous a tatoué ? Qu'est-il advenu de l'artiste ? Elle retourna dans l'avenir. C'est bien cela que je veux dire. Une vieille femme dans une petite maison au milieu du Wisconsin, quelque part près d'ici. Une vieille petite sorcière qui avait l'air d'avoir 1000 ans à certains moments et 20 l'instant d'après. Mais elle disait qu'elle pouvait se déplacer dans le temps. J'ai ri. Je ne le fais plus maintenant. Et comment l'avez-vous rencontré ? Il me le raconta. Il a vu son enseigne peinte au bord de la route, illustration et non tatouage. Elle y passa toute une nuit, tandis que ses aiguilles magiques le mordaient comme des guêpes et le piquaient comme des abeilles. Au matin, il avait l'apparence d'un homme qui serait passé sous une presse polychrome. Tout étiré, multicolore, scintillant. « Je l'ai cherché chaque été pendant 50 ans, dit-il en étendant les bras. Quand je retrouverai la sorcière, je la tuerai. » Le soleil avait disparu, les petites étoiles brillaient au firmament et la lune avait éclairé les champs d'herbe et de blé. Les images de l'homme, illustrées, luisaient comme des charbons dans la pénombre, comme des rubis épars, des émeraudes avec des couleurs de Rouault, de Picasso et les corps élongés du Gréco. Aussi, me renvoie-t-on lorsque les images remuent. On n'aime pas ça, quand il se passe des choses violentes dans mes illustrations. Chacune est une petite histoire. Si vous les observez en quelques minutes, elles vous raconteront une histoire. En 3 heures, vous verriez une vingtaine d'histoires se dérouler là sur mon corps. Vous pourriez entendre des voix, percevoir des pensées. Tout y est. Il suffit que vous regardiez, mais surtout, il y a un certain endroit. Il me présenta son dos. Vous voyez, il n'y a pas de dessin net sur mon omoplate droit. Tout est brouillé. En effet, quand j'étais assez longtemps avec quelqu'un, cet endroit se couvre d'ombre, puis cela se dessine. Si je suis avec une femme, son image apparaît là, sur mon dos, au bout d'1 heure. Elle y voit toute sa vie, comment elle va vivre, comment elle mourra, quel sera son visage à 60 ans. Et si c'est un homme, au bout d'1 heure, son image est sur mon dos, il se voit tombant d'une falaise ou écrasé par un train. Alors je suis de nouveau renvoyé. Pendant tout le temps, il avait parlé, ses mains s'étaient promenées sur les illustrations comme pour en ajuster les cadres, les épousseter. Geste de connaisseur, d'amateur d'art. Il était maintenant étendu de tout son long au clair de lune. La nuit était chaude, étouffante même, sans un souffle. Nous avions tous les deux enlevé nos chemises. Et vous n'avez jamais retrouvé la vieille femme ? Jamais. Et vous croyez qu'elle est venue de l'avenir ? Autrement, comment aurait-elle pu connaître les histoires qu'elle a peintes sur moi ? Fatigué, il ferma les yeux. Sa voix devint moins distincte. Quelquefois, la nuit, je les sens comme des fourmis qui grouillent sur ma peau,
Alors je sais qu'elles font ce qu'elles doivent faire. Je ne les regarde jamais plus. J'essaie simplement d'avoir un peu de repos. Je ne dors pas beaucoup. Vous non plus. Ne les regardez pas. Je vous ai prévenu. Tournez-vous de l'autre côté pour dormir. Je m'étendis à quelque distance. L'homme ne paraissait pas capable de violence et les images étaient très belles. Sinon, j'aurais été tenté de m'en aller et de laisser là ce bavardage. Mais les illustrations, mes yeux s'en emplissaient. N'importe qui serait devenu fou d'avoir cela sur le corps. La nuit était tranquille. J'entendais la respiration de l'homme illustré sous la lune. Des criquets chantaient doucement au loin dans des ravins. J'étais étendu sur le côté pour suivre les images. Une demi-heure s'écoula peut-être. Je n'aurais pu dire si l'homme dormait, mais soudain, j'entendis son murmure. « Elle bouge, n'est-ce pas ?» J'attendis 1 minute. Puis je dis « oui ». Les images bougeaient, chacune à son tour, pendant 1 ou 2 minutes, là sous la lune, avec ses menues pensées qui tintaient et ses voix éloignées, comme celles de la mer. J'assistais à chaque petit drame. 1 heure ou 3 heures, jusqu'au dénouement. Je n'aurais pu le dire. Mais je sais que je restais là fasciné, sans bouger, tandis que les étoiles tournaient dans le ciel. 18 illustrations, 18 histoires, je les comptais 1 à 1. D'abord mes yeux se fixèrent sur une scène, une grande maison avec 2 personnes dedans. Je vis une volée de vautours dans un ciel torride, des lions fauves, et j'entendis des voix. La première image frémit et s'anima. Oh, c'était épatant. Quel jeu merveilleux! Ils n'avaient jamais connu une telle excitation. Les enfants couraient de ci de là sur les pelouses en poussant des cris, en se tenant par la main, virevoltant, formant des rondes, grimpant sur les arbres, riant aux éclats. Des fusées passaient dans le ciel, des autos miniatures roulaient dans les rues, mais les enfants continuaient leur jeu. C'était si amusant, la joie était si bondissante, on faisait de si belles galipettes et on criait à tue-tête. Mink se précipita dans la maison, couverte de boue et de sueur. À 7 ans, elle était forte, bruyante, très décidée. Sa mère, Miss Morris, avait de la peine à suivre ses gestes, tandis que la petite fille ouvrait violemment des tiroirs et jetait casseroles et outils dans un grand sac. « Au nom du ciel, Mink, qu'est-ce qui se passe ?»« Le plus excitant de tous les jeux, » lança Mink, toute rouge. « Arrête-toi un peu et reprends haleine. »« Non, ça va très bien, je veux prendre ces trucs-là, maman. »« Ne les abîme pas, » dit Miss Morris. « Non, merci, merci, » cria Mink, et boum, elle fila, comme une petite fusée. Miss Morris suivit des yeux la course de l'enfant. « Comment s'appelle votre jeu ?»« L'invasion, » répondit Mink. La porte claqua. De toutes les maisons de la rue, les enfants apportaient des couteaux, des fourchettes, des tisonniers, des bouts de tuyaux, des ouvre-boîtes. Il était curieux de noter que toute cette furie ne touchait que les jeunes enfants. Les plus âgés, de 10 ans et plus, méprisaient cette affaire, marchaient avec dédain sur des échasses ou jouaient à une version plus digne de cache-cache. Cependant, les parents circulaient dans leurs petites voitures. Des ouvriers venaient réparer les ascenseurs à vide, remettre au point les postes de télévision ou donner des coups de marteau sur des tubes d'alimentation récalcitrants. La civilisation adulte passait et repassait devant les gosses affairés, jalouses de leur énergie déchaînée, amusés avec condescendance par leur éclat, avec une envie secrète de se joindre à eux. Voilà, et voilà, et voilà, disait Mink, donnant ses instructions et distribuant aux autres ses cuillères et ses tenailles. Faites cela et apportez ceci par là. Non, ici, petit crétin, bon, maintenant reculez-vous pendant que j'arrange ça. Elle tirait la langue, elle plissait le front sous l'effort. Là, comme ça, tu vois. Oui, crièrent les enfants. Joseph Connors, 12 ans, accourut. Va-t'en, lui dit Mink, les yeux dans les yeux. Mais je veux jouer.
dit Joseph. Tu ne peux pas. Pourquoi? Tu te moqueras de nous. Non, vrai, je ne le ferai pas. Non, on te connaît. Va-t'en, ou on te donne des coups de pied. Un autre petit garçon de 12 ans roula jusqu'à eux avec ses patins. Hé, Joey, viens, laisse jouer les filles. Joseph hésitait, songeur. Mais je veux jouer, dit-il. Tu es grand, fit Mink. Pas si grand que ça, dit Joe, avec quelques raisons. Tu ne feras que rire et nous abîmer l'invasion. Le garçon, sur ses patins automobiles, cracha par terre. Allez, viens, Joe, laisse les filles avec leurs contes de fées, elles sont idiotes. Joseph s'en alla à pas lents. Il continua à regarder par-dessus son épaule jusqu'à ce qu'il tournât le coin de la rue. Mink s'était remise à l'œuvre. Elle confectionna une sorte d'appareil avec son bric-à-brac. Elle avait désigné une autre petite fille comme secrétaire, qui prenait laborieusement des notes avec un crayon et un calepin. Leur voix montait et descendait dans l'air chaud du matin. Tout autour, la cité bourdonnait. Les rues étaient bordées de bons arbres verts et pacifiques. Seul le vent mettait une note discordante à travers la ville, le pays, le continent. Dans 1000 autres villes, il y avait des arbres, des enfants, des rues populeuses et des hommes d'affaires dans leurs bureaux enregistrant leurs courriers sur des bandes magnétiques ou observant la télévision. Des fusées faisaient la navette dans le ciel. Il y avait partout le calme orgueil et l'aisance d'hommes accoutumés à la paix, assurés qu'ils étaient qu'il ne se produirait plus de désordre. Bras dessus, bras dessous, tout autour du monde, les hommes formaient un front uni. Tous, ils avaient placé leur confiance dans les armes perfectionnées. Une merveilleuse situation d'équilibre avait été établie entre les nations. Il n'y avait pas de traîtres parmi les hommes, ni de malheureux, ni de mécontents. Par conséquent, le monde reposait sur un fondement stable. Le soleil illuminait la moitié de la terre et les arbres somnolaient dans le souffle de l'air chaud. La mère de Mink regardait les enfants par la fenêtre du premier. Les enfants! Elle secoua la tête. Ils mangeaient bien, dormaient bien, ils iraient lundi à l'école. Leur petit corps vigoureux se portait bien. Elle écouta. Mink parlait avec chaleur à quelqu'un près du rosier, bien qu'il n'y eût personne. Les enfants sont bizarres. Et la petite fille, comment s'appelait-elle donc? Anna? Anna prenait des notes sur son calepin. Mink posait une question au rosier, puis elle dictait la réponse à Anna. Triangle, dit Mink. Oh, qu'est-ce que c'est? Demanda Anna en articulant qu'un triangle. Aucune importance. Comment ça s'écrit? T-R-I, épela Mink lentement. Oh, et puis zut, épelle-le toi-même. Elle passa à d'autres mots. Faisceau, dit-elle. Je n'ai pas encore fini. Triangle, dit Anna. Eh bien, dépêche-toi vite. La mère de Mink se pencha à sa fenêtre. A-N-G-L-E, épela-t-elle pour Anna. Oh, merci, Miss Morris, dit Anna. Miss Morris descendit en souriant pour nettoyer l'entrée avec le dépoussiéreur magnétique. De petites voix lui parvenaient du dehors. « Faisceau », dit Anna. 497. A. B. X, dit Mink, au loin, très sérieusement. Et une fourchette, une ficelle, et un hexagone. Au déjeuner, Mink avala son lait d'un trait et se précipita vers la porte. Sa mère donna un petit coup sur la table. « Tu vas revenir t'asseoir et tu vas prendre de la soupe chaude. » Elle appuya sur un bouton rouge de la serveuse automatique et 10 secondes plus tard, quelque chose atterrit avec un choc sur le caoutchouc de la planchette réceptrice. Miss Morris se l'ouvrit et en sortit une boîte avec un manche en aluminium, la décacheta et versa le liquide dans un bol. Pendant ces opérations, Mink s'agitait sur sa chaise. « Vite, mens, c'est une question de vie ou de mort. » J'étais comme toi à ton âge. C'est toujours une question de vie ou de mort, je sais. Mink avalait sa soupe. Va doucement, dit Man. Je peux pas, dit Mink. Commando m'attend.
Qui est Commando? Quel drôle de nom. Tu ne le connais pas, dit Mink. Un nouveau petit voisin? Demanda Maman. Oui, il est tout à fait nouveau. Mink attaqua son second bol. Et où est Commando? Demanda Maman. Oh, il est par là, répondit Mink, évasivement. Tu vas te moquer, tout le monde se moque, oh là là. Est-ce que Commando est timide? Oui, non, enfin d'une certaine façon. Mais il faut que j'y cours si l'on veut que l'invasion réussisse. Qui envahit quoi? Les Martiens envahissent la Terre. Non, pas exactement des Martiens, je ne sais pas. Ils viennent d'en haut. Elle indiqua le plafond avec sa cuillère. Et de là-dedans? Dit Man en touchant le front fiévreux de Mink. Mink se révolta. Tu ris. Tu tuerais Commando et tous les autres. Je n'en ai aucune intention. Commando est un Martien? Non, il est... Eh bien, peut-être qu'il vient de Jupiter ou de Saturne ou de Vénus. De toute façon, ça a été très dur pour lui. Je pense bien, dit Miss Morris, en dissimulant un sourire. Il n'arrivait pas à trouver le moyen d'attaquer la Terre. Nous sommes inexpugnables, dit Man, avec beaucoup de sérieux. C'est l'expression qu'a employée Commando. Inspunable, c'est son expression. Eh bien, Commando est un petit garçon très intelligent. Il n'arrivait pas à savoir comment attaquer Man. Commando, il dit que pour bien se battre, il faut trouver un nouveau moyen pour surprendre l'adversaire, alors on gagne. Et il dit aussi qu'il faut être aidé par l'ennemi. La 5e colonne, dit Man. C'est ça, c'est ce que Commando dit, et il ne pouvait trouver aucun truc pour surprendre la Terre et pour être aidé. Ce n'est pas étonnant, nous sommes très forts. Man rit, tout en enlevant les couverts. Mink resta assise, les yeux fixes, prise par la vision de ce qu'elle racontait. Et puis, un jour, ils pensèrent aux enfants. Ça alors? Et puis, ils ont pensé que les grandes personnes sont tellement occupées qu'elles ne regardent jamais sous les rosiers ni sur les pelouses. Seulement pour chercher des escargots, des champignons. Et puis, il y a aussi les dim-dim. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les dimensions. Les dimensions. Il y en a 4. Et puis, il y a quelque chose au sujet des enfants de moins de 9 ans et l'imagination. C'est très amusant d'écouter parler Commando. Miss Morris était fatiguée. Eh bien, va t'amuser. Tu vas faire attendre Commando. Et si tu veux finir ton invasion, avant ton bain du soir, tu ferais mieux de te dépêcher. Je dois prendre mon bain? Grogna Mink. Oui, ma chérie. Pourquoi est-ce que les enfants détestent se laver? Quelle que soit l'époque, les enfants n'aiment pas du tout l'eau et le savon. Commando dit que je n'aurais pas besoin de prendre mon bain. Ah, il dit ça? Il l'a dit à tous les enfants. Plus de bain. Et nous pouvons rester jusqu'à 10h du soir et aller à 2 spectacles le samedi au lieu d'un seul. Eh bien, Monsieur Commando ferait mieux de s'occuper de ce qu'il regarde. J'irai voir sa maman et... Mink se dirigea vers la porte. On a des ennuis avec des types comme Pete Britz et Del Jerick. Ils deviennent grands. Ils se moquent. Ils sont pires que les parents. Ils ne veulent absolument pas croire Commando. Ils font les malins parce qu'ils grandissent. Ils pourraient être plus intelligents. Ils étaient encore petits il y a 2 ans. Ce sont ceux que je déteste le plus. Nous les tuerons, les premiers. Et ton père et moi les derniers? Commando dit que vous êtes dangereux. Tu sais pourquoi? Parce que vous ne croyez pas aux Martiens. C'est à nous qu'ils donneront la direction du monde, pas seulement nous, non, aussi aux enfants de la rue voisine. Je pourrais devenir reine. Elle ouvrit la porte. Man? Oui? Qu'est-ce que c'est que la logique? La logique, eh bien, cela consiste à savoir si quelque chose est vrai ou pas vrai. Il en a parlé. Et qu'est-ce que c'est impressionnable? Eh bien, cela veut dire... Miss Morris se baissa les yeux en riant doucement. Cela veut dire être un enfant, ma chérie. Merci pour le déjeuner. Mink sortit en courant, puis elle passa sa tête dans l'entrebâillement de la porte. Man,
Je suis sûr qu'on ne te fera pas beaucoup de mal. » « Comme c'est gentil, » dit maman. La porte claqua. Vers 4 heures, l'audioviseur bourdonna. Miss Morris se poussa la manette. « Hello, Hélène, » dit-elle. « Hello, Mary. Comment ça va à New York ?»« Très bien. Et tout va bien à Scranton ? Tu as l'air fatigué. »« Toi aussi. Ce sont les enfants, ils m'épuisent, » dit Hélène. Miss Morris soupira. Mink aussi. La super invasion. Hélène rit. « Les enfants jouent à la même chose chez vous ?»« Oh là là, oui. Ils joueront bientôt aux billes électroniques ou à la marelle motorisée. Est-ce que nous étions comme ça, nous aussi, quand nous étions enfants en 48 ? Pire, on jouait aux Japonais et aux nazis. Je ne sais pas comment mes parents pouvaient me supporter, j'étais un garçon manqué. Les parents apprennent à faire la sourde oreille. » Un silence. « Qu'est-ce qui ne va pas, Mary ?» demanda Hélène. Miss Morris avait à demi fermé les yeux. Elle passa lentement la langue sur la lèvre inférieure. « Hein ?» Elle sursauta. « Oh, rien. Je pensais simplement à ça, à faire la sourde oreille, etc. » « Aucune importance. Qu'est-ce que nous disions ? » « Mon petit Tim ne jure plus que par un certain commando, je crois. » C'est sans doute un nouveau mot de passe. Mink en est complètement folle aussi. Je ne savais pas que c'était arrivé jusqu'à New York. De bouche à oreille, tu sais, une nouvelle vogue. J'ai parlé à Joséphine, elle m'a dit que ses enfants, elle est à Boston, ne jouent plus qu'à ce nouveau jeu. Il a envahi le pays. À ce moment, Mink accourut dans la cuisine pour avaler un verre d'eau. Miss Morris se tourna vers elle. « Alors, où en êtes-vous ?»« C'est presque fini, » répondit Mink. « Parfait, » dit Miss Morris. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?»« Un yo-yo, » dit Mink. « Regarde. » Elle laissa tomber le yo-yo le long de sa ficelle. Quand il arriva au bout, il disparut. « T'as vu ?» dit Mink. « Hop !» Elle fit aller sa main vide de bas en haut. Le yo-yo reparut et s'embobina instantanément. « Fais-le encore ?» dit Miss Morris. « Je peux pas. Le rush est à 5 heures. À bientôt !» Mink repartit à toutes jambes en faisant aller son yo-yo. À l'audioviseur, Hélène rit. « Tim a apporté un de ses yo-yos ce matin, mais quand j'ai voulu le regarder, il m'a dit qu'il ne me le donnerait pas. Et quand j'ai essayé de le faire marcher, je n'y suis pas arrivé. »« Tu n'es pas impressionnable ?»« Je ne suis pas quoi ?»« Aucune importance. Je pensais à quelque chose. Est-ce que je peux te rendre visite, Hélène ?»« Je voulais que tu me donnes cette recette de mocha. » Les heures passèrent. Le jour s'allongea. Le soleil descendit dans le ciel paisible. Les ombres s'étirèrent sur les pelouses. Les rires et l'activité, fébrile, continuèrent. Une petite fille s'enfuit en pleurant. Miss Morris sortit sur le perron. Mink ? Était-ce Peggy Ann qui pleurait ? Mink était penché vers le sol près du rosier. « Ouais, c'est une petite poltronne. Elle ne jouera plus avec nous. Elle devient trop vieille. Elle a dû grandir tout d'un coup. Et c'est pour cela qu'elle pleurait ? Cela ne tient pas debout. Donnez-moi une réponse honnête, mademoiselle, ou tu montes dans ta chambre. » Mink se redressa, consterné, mais non sans irritation. « Je ne peux pas maintenant. C'est presque l'heure, je serai sage. Je demande pardon. »« Est-ce que tu l'as frappé ?»« Non, vraiment pas. Demande-lui. C'était quelque chose au... Bon, et puis elle n'est qu'une peureuse. » Le cercle des enfants se resserra autour de Mink qui s'affairait avec des cuillères et une sorte d'agencement en carré de marteau, de tube. « Là, et comme ceci, » murmurait Mink. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Miss Morris. « C'est Commando qui est coincé. Il est à mi-chemin. Si seulement nous pouvions le dégager, ce serait plus facile. Tous les autres pourraient le suivre. »« Est-ce que je peux t'aider ?»« Non, merci, je trouverai un moyen. »« Très bien. Je t'appellerai pour ton bain dans une demi-heure. Cela me fatigue de te regarder t'agiter ainsi. » Miss Morris se rentra et s'assit dans le fauteuil électrique à relaxation en buvant quelques gorgées dans son verre à moitié vide. Le fauteuil lui massa le dos. Ah, les enfants, l'amour et la haine côte à côte.
Quelquefois les enfants vous aiment et ils vous détestent l'instant d'après. Étranges enfants, oublient-ils jamais ou pardonnent-ils les corrections et les paroles sévères? Comment, se demandait-elle, peut-on jamais oublier ou pardonner ces grandes personnes qui vous dominent, ces tyrans de haute taille et stupides? Les minutes s'écoulèrent. Un curieux silence s'établit dans la rue, un silence d'attente, de plus en plus pesant. 5 heures. Quelque part dans la maison, une horloge chanta d'une voix douce et musicale. 5 heures, 5 heures. Le temps passe, 5 heures. Et le son s'éteignit dans un ronronnement. L'heure H. Miss Morris secoua la tête en souriant. L'heure H. Une voiturette bourdonna dans l'allée. C'était Mr. Morris. Miss Morris sourit encore. Mr. Morris sortit de la petite voiture, la ferma à clé et cria un bonjour à Mink, toujours affairé. Mink n'y fit aucune attention. Il rit et observa quelques instants le jeu des enfants, puis il monta les marches du perron. « Hello, chérie. Hello, Henry. » Elle se pencha en avant sur son siège, tendant l'oreille. Les enfants restaient silencieux. Trop. Il vida sa pipe, la bourra de nouveau. « Belle journée, on est heureux de vivre. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Henry. « Je ne sais pas. » Elle se leva soudain, ses yeux s'élargirent. Elle allait dire quelque chose, mais elle se tut. C'était ridicule, ses nerfs tressaillirent. « Ces enfants n'ont rien de dangereux sur la pelouse ?» demanda-t-elle. « Non, rien que des bouts de tuyaux et des marteaux. »« Rien d'électrique ? » ?»« Mais non, j'ai vérifié. » Elle se dirigea vers la cuisine. Le bourdonnement continuait. « Tout de même, tu ferais mieux d'aller leur dire que cela suffit. » Ses yeux clignotèrent. « Dis-leur de remettre leur invasion à demain. » Elle eut un petit rire nerveux. Le bourdonnement monta. « Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je ferais mieux d'aller voir. » L'explosion. La maison fut secouée, de nouvelles explosions, et d'autres dans la rue. Involontairement, Miss Morris poussa un cri. « Viens vite !» hurla-t-elle sans raison. Peut-être avait-elle aperçu quelque chose du coin de l'œil, peut-être avait-elle senti une nouvelle odeur ou entendu un nouveau bruit. Elle n'avait pas le temps de convaincre Henry. Qu'il pense qu'elle était devenue folle, oui, folle. Elle se précipita dans l'escalier. Il courut après elle, intrigué. « Dans le grenier, c'est dans le grenier !» cria-t-elle. Ce n'était qu'une mauvaise excuse pour le faire monter à temps. « Ah, Seigneur, attends !» Une autre explosion. Les enfants crièrent de joie, comme au feu d'artifice. « Mais ce n'est pas au grenier !» s'exclama Henry. « C'est dehors !»« Non, non !» Hors d'haleine, échevelée, elle manipulait la poignée. « Je vais te montrer, vite, je vais te montrer !» Ils firent irruption dans le grenier. Elle repoussa la porte, tourna la clé dans la serrure et jeta la clé dans un coin encombré. Elle balbutiait des mots sans suite. Maintenant, comme un flot, tous ces soupçons inconscients, la peur qui s'était secrètement accumulée en elle tout l'après-midi et qui fermentait. Toutes les petites révélations, les suggestions qui l'avaient agacée depuis le matin et que soigneusement, logiquement et raisonnablement elle avait refoulées et censurées, tout cela explosait à présent et la mettait en pièces. « Là, là !» dit-elle adossée à la porte en sanglotant. « Nous sommes en sûreté jusqu'au soir. Peut-être que nous réussirons à nous glisser au dehors, peut-être que nous pourrons nous échapper. » Henry ne se tenait plus, mais pour d'autres raisons. « Mais es-tu folle ? Pourquoi tu jetais cette clé ? Écoute, c'est trop fort !»« Oui, oui, je suis folle si tu veux, mais reste là avec moi. »« Et comment diable pourrais-je sortir si j'en avais envie ? » « Tais-toi, ils peuvent nous entendre. Oh mon Dieu, ils vont nous trouver tôt ou tard. » En bas, la voix de Mink. Le mari s'interrompit. Il y avait un grand bruit, des ronflements, des sifflements, des cris d'enfants, des rires étouffés. Dans le salon, l'audioviseur sonnait avec une insistance, avec inquiétude. Était-ce Hélène ? Pensa Miss Morris. Est-ce qu'elle m'appelle pour la raison que je crois ? Des pas dans la maison. Des pas pesants. « Qui est-ce qui est entré dans la maison ?» demanda Henry en colère. « Qui est-ce qui piétine comme ça en bas ?» Des pieds lourds. 20, 30, 50 personnes qui envahissaient la maison,
le ronflement, les rires des enfants. « Par ici !» cria Mink. « Mais qui est en bas ?» tempêta Henry. « Qui est là ?»« Chut ! Non, 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 non !» chuchota sa femme, agrippée à lui. « Au nom du ciel, tais-toi! Ils s'en iront peut-être !»« Maman ?» appela Mink. « Papa ?» Un silence. « Où êtes-vous ? Des pas pesants, très pesants montaient l'escalier. Mink les conduisait. Maman ? Une hésitation. Papa ? Une attente, silencieuse. Le ronflement. Et les pas qui se dirigent vers le grenier, ceux de Mink, en tête. Ils tremblaient l'un contre l'autre dans le grenier. Pour quelle raison le bourdonnement électrique, l'étrange lumière froide qui venait d'apparaître sous la porte, la curieuse odeur, l'ardeur nouvelle de la voix de Mink avaient fini par atteindre aussi Henry Morris. Il se tenait tout frissonnant dans l'obscurité près de sa femme. « Maman ? Papa ?» Des pas. Un petit bruit. La serrure fondit, la porte s'ouvrit, Mink passa la tête par l'ouverture. Il y avait de hautes ombres bleues derrière elle. « Coucou !» dit Mink. Il était près de minuit, la lune était haute dans le ciel. L'homme illustré était étendu sur le côté. Il ne bougeait pas. J'avais vu ce qu'il y avait à voir. Les histoires avaient été racontées, elles étaient terminées. Il ne restait plus que cet espace vide sur le dos de l'homme illustré, cette zone de couleurs et de formes indistinctes. Comme j'observais, cette région se mit à se préciser. Des lignes apparaissaient, se déformaient, se fondaient dans un ensemble, et enfin un visage se dessina, un visage qui me regardait sur cette surface de chair colorée. Le nez, la bouche, les yeux m'étaient très familiers. C'était imprécis. J'en vis assez pour me dresser d'un bond. Je restai debout, immobile, au clair de lune, craignant que le vent ou les étoiles ne bougent et ne réveillent cette monstrueuse galerie de tableaux à mes pieds. Mais l'homme continuait à dormir. L'image sur son dos représentait l'homme illustré lui-même, les mains autour de ma gorge en train de m'étrangler. Je n'attendis pas que l'image devint claire et nette. Je me mis à courir sur la route, sans me retourner. Je savais que bien avant le matin, j'atteindrais la petite ville endormie qui se trouvait dans le voisinage. Prologue, leur H et épilogue sont des extraits de L'Homme illustré de Ray Bradbury, publiés aux éditions de Noël. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.